Cette présentation-là s'inscrit dans le cadre d'un projet que Christian a initié, auquel s'est greffé Blandine, Sarah, moi, Urvana, Marc-Antonin aussi, j'espère que j'oublie personne, sur le secteur de l'aérospatial. Aujourd'hui, le but, c'est de regarder un petit peu plus le rôle de l'État dans ce secteur-là, particulièrement à Montréal. J'ai fait au moins les diapositives en anglais pour faciliter l'audience. Il est bien connu que dans l'industrie aérospatiale, il n'y a pas d'industrie aérospatiale sans l'État. Je pense que c'est un petit peu le constat qu'on peut faire partout. Mais on peut se demander quel rôle l'État joue au Canada et au Québec. Est-ce que ce rôle a changé dans le temps? Et comment ça peut influencer les acteurs de l'industrie? Alors, peut-être rapidement quelques données sur l'industrie. Je ne les repasserai pas tout en détail, mais simplement mentionner que l'industrie aérospatiale à Montréal, le cluster, est le troisième en importance dans le monde après Toulouse et Seattle et qui est établi surtout à Montréal, mais il faut aussi dire que Bombardier est implanté dans la région, en Ontario et dans la région de Toronto en particulier pour la fabrication du Q400. Alors, il y a beaucoup de recherche et développement qui se fait dans ce secteur-là. C'est une part importante de la recherche et développement au Canada qui se fait dans le secteur aérospatial, d'où son ancrage stratégique quand même pour l'économie canadienne avec le secteur de l'automobile aussi. On est parti de l'idée qu'il y avait, il y a plusieurs visions logiques, économiques et institutionnelles sur l'État. Je ne les repasserai pas dans le détail vu le temps. Mais disons qu'il y a les grandes tendances de l'État régalien ou néolibéral, où on s'intéresse essentiellement. L'État intervient très peu, sinon pour s'assurer du bon fonctionnement du marché, assurer que le marché libre fonctionne bien, donc par des accords notamment de libre-échange, etc. Il y a l'État qu'on peut appeler plus de régulation, qui, lui, va jouer un rôle pour soutenir les entreprises, mais surtout par le biais d'investissements dans les infrastructures, recherche et développement, subventions aux entreprises. J'ai parlé de capital impatient, peut-être qu'il y a des nuances à faire, certainement, mais on est prêt à investir, mais on n'est pas dans une logique du capital patient risqué, comme on va voir. Et donc, le partenaire stratégique est souvent l'entreprise. Dans l'État partenaire, on a un État qui, au contraire, a des visées où on voit l'État comme encastré dans les réseaux sociaux. Donc, l'importance des autres acteurs, et il va essayer de soutenir l'intégration par le développement économique et social et en faisant participer les acteurs. Donc, on soutient l'entreprise aussi par des investissements, des aides au niveau fiscal, mais aussi on va investir dans les communautés, les réseaux et les clusters. Et on a l'État entrepreneur qui, lui, va prendre davantage de risques et qui va fournir, il va soutenir l'innovation particulièrement. Il va être prêt, donc il est dans une logique de capital patient risqué, parce qu'il va investir dans des projets innovants qui sont risqués, qui sont difficiles à subventionner autrement. Il va prendre une prise de risque autonome ou avec l'entreprise et il va valoriser la mise en place d'institutions de capital de risque. Alors, il va travailler davantage avec une élite d'experts managériales, etc. Quand on regarde le secteur aérospatial au Canada, Montréal, parce que les deux sont entremêlés, Canada, Québec, Montréal, on a identifié 4 phases. Donc, une qui est plutôt axée sur la sécurité nationale, la deuxième, en fait, qui est plutôt l'aviation civile, je m'excuse, une petite erreur. La troisième, c'est l'État qui va jouer un rôle de partenaire, mais plus dans l'ombre, et l'État qui va prendre davantage de risques. Alors, si on repasse rapidement ces phases-là, dans la première phase, en 1945 et 60, on a eu surtout, c'était une logique plus militaire de défense. Donc, l'État est proactif pour défendre les politiques industrielles et militaires. Et il y a une relation symbiotique entre l'État et le secteur privé dans le secteur de l'aérospatial. Donc, il y a beaucoup de subventions qui sont données, des contrats finalement qui
qui est le gouvernement est le principal client des compagnies d'aviation au Canada, et notamment Canadair, The Havilland et Avro. Il faut mentionner que le gouvernement canadien a investi dans le Arrow, le CF-105, en 1953. C'est un projet qui est passé de 2,4 millions d'investissements, mais finalement, il en a coûté 12,5 millions. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans ce projet-là. Et aussi, le gouvernement a fondé Canadair, a subventionné la fondation de Canadair avec le gouvernement américain et britannique aussi, à partir de la division aéronautique de la canadienne Vickers. Mais par contre, cette période-là va s'achever en 1959 le gouvernement fédéral va délaisser le projet du Arrow, le CF-105, parce que justement, il y a eu des dépassements de coûts, il y a eu des retards, il y a eu aussi la crainte qu'il y avait des fuites qui avaient été faites et que les Soviétiques pourraient avoir accès, parce que c'était un avion qui était vraiment à l'avant-garde. C'était le premier avion au monde qui avait des commandes électriques et il y avait des visées militaires. Donc, on a craint un petit peu que l'URSS prenne les devis de ça et puisse s'en servir par la suite contre les États-Unis. Et également, on était à l'époque où les missiles guidés sont arrivés et donc les avions pilotés avaient moins d'intérêt sur le marché militaire. L'effet de ça, ça a été qu'on a perdu, il y a eu 17 000 mises à pied lorsqu'on a mis fin à ce contrat-là et surtout l'exode des ingénieurs aux États-Unis. Donc, ça marquait vraiment une phase qui se terminait. Et donc, dans les années 60 et 80, il y a eu une diminution des investissements dans le secteur militaire et avec l'accord de NORAD, où notre industrie militaire est venue davantage se fusionner avec celle des Américains, on perdait un peu toute l'industrie militaire et pour survivre, l'industrie aéronautique au Canada avait besoin d'un nouveau partenaire financier. Certains vont dire que c'était les payeurs de taxes parce que le gouvernement s'est investi dans l'aéronautique et dans l'aviation civile par l'achat de The Havilland en Ontario et de Canadair au Québec. Donc, il y avait une stratégie pour diversifier l'économie canadienne et des pressions politiques pour sauver cette industrie-là qui était vue comme étant relativement stratégique pour le Québec et l'Ontario également. Donc, ça a été une période où l'État est devenu un investisseur, un entrepreneur très actif dans cette industrie. Dans les années 80-2000, il a changé encore de voie, le gouvernement canadien et au Québec aussi, parce qu'on est allé avec la privatisation, la crise économique qui est arrivée et un gouvernement conservateur, merci, qui était plus axé sur l'idée de privatiser. Donc, on a privatisé Canadair qu'on a vendu à Bombardier et The Havilland qui a été vendu à Boeing, mais par la suite, racheté avec le gouvernement ontarien et Bombardier. On a racheté The Havilland en 92 pour plusieurs millions de dollars. Par ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu la privatisation d'un côté, mais le gouvernement est resté très actif pour subventionner l'industrie. Et notamment, il y a eu des programmes, je ne passerai pas dans le détail tous les programmes, mais il y a eu un programme, entre autres, où le gouvernement canadien finançait les compagnies étrangères qui voulaient acheter des produits de Bombardier et des avions civils de Bombardier. Et on a investi dans ce programme-là, le PPIMD, 2 milliards de dollars entre 1982 et 1995. On a aussi formé une co-entreprise avec Bombardier pour le CRJ, le modèle CRJ de Bombardier. Donc, l'État est devenu plus un investisseur dans l'ombre, mais il a toujours été aussi présent. Et au Québec, le gouvernement du Québec a commencé aussi davantage à prendre d'initiatives dans ce secteur-là, évidemment par les subventions, mais aussi en aidant l'industrie locale, le cluster, à s'organiser en essayant de créer des réseaux d'acteurs, des répertoires, et il a financé des organisations tripartites dans la formation, justement, donc avec le CAMAC, pour aider les acteurs vraiment à se prendre en charge.
Dans les années 2000-2018, on est dans une logique beaucoup d'innovation, mais le gouvernement canadien est très critiqué pour ses investissements dans l'aérospatial. Donc, il y a une petite gêne et il commence à retirer un petit peu ses investissements, ou du moins, la critique vient à la fois de l'opposition au Parlement, mais aussi de la Fédération des petites et moyennes entreprises qui trouve qu'on en donne beaucoup trop à la grande entreprise. Au Québec, entre-temps, on prend davantage d'initiatives. On va prioriser le secteur de l'aéronautique on va mettre en place une stratégie en consultant les acteurs du milieu et en les invitant encore plus à se prendre en charge et en créant d'autres institutions dans le secteur avec axé sur l'innovation, la recherche et le développement, le CRIAC, Aéro Montréal, et aussi le point marquant, là, récemment en 2015, où le gouvernement du Québec a investi 1,3 milliard de dollars pour sauver la C-Series, qui était le produit phare de Bombardier. Donc, ça a été une décision qui a été très critiquée parce que le gouvernement fédéral a mis 370 millions, alors qu'au Québec, on a investi plus d'1 milliard de dollars. Et ça a été une décision qui a été contestée parce qu'au même moment, le gouvernement était dans une logique d'austérité et coupait dans le secteur public. Donc, il y a des tensions très fortes qui s'exercent lorsque les gouvernements commencent à investir dans cette industrie-là. Alors, et pour la petite histoire, pour la C-Series, en 2017, Boeing a imposé des droits compensatoires de 200% sur les avions vendus par Bombardier, la C-Series, disant justement qu'ils avaient eu une aide directe du gouvernement d'1 milliard, ce qui allait à l'encontre des ententes commerciales. Et en 2017, Airbus a été vendu pour $0 à la C-Series et Bombardier se retrouve avec 31% des actifs de la C-Series et le gouvernement du Québec, qui était passé à 50% d'investissement, est tombé automatiquement à 19%. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'industrie, sur le rôle de l'État? C'est qu'on est passé vraiment d'une logique, l'État a joué un rôle qui a changé dans le temps. Donc, un État régulateur qui est passé à un État entrepreneurial en achetant les entreprises et après, en les revendant, mais en devenant un partenaire de l'industrie et en devenant aussi entrepreneur dans la dernière partie. Et je termine rapidement sur les conclusions qu'on peut en tirer. C'est qu'on est passé dans les 2 premières phases d'un mode gouvernement à un mode gouvernance où il y a un downscaling, donc où l'État remet plus de pouvoir aux agents au niveau aux acteurs locaux. Et on voit aussi que l'interaction change entre les acteurs. La première, on nourrit l'industrie. La deuxième, on prend vraiment le leadership pour la sauvegarder. Et après, on s'engage dans une sorte de partenariat public-privé au Canada, au Québec, avec l'industrie en la subventionnant et en mettant en place des programmes très spécifiques. Et dans la phase 4, surtout pour le Québec, où on devient un véritable advocate de l'industrie en vraiment défendant cette industrie-là et en investissant beaucoup dedans. Je finis avec des hypothèses, parce qu'il n'y a rien de confirmé ici, mais il y a cette idée-là que l'État, à certains moments, va devenir un shadow investor, donc il est toujours très présent, mais surtout, il y a l'idée qui est avancée, entre autres, par Ventris et d'autres auteurs, qui disent qu'il y a aussi un risque à la décentralisation, au downscaling, parce qu'il y a un risque au niveau social. Donc, oui, certains acteurs vont être davantage impliqués, mais ce qu'on peut voir, c'est que les acteurs peut-être plus marginaux peuvent être exclus en laissant place à une élite managériale et aussi, donc, une concurrence entre les espaces régionaux qui se créent et ça laisse de moins en moins de place peut-être à la démocratie et au rôle des acteurs. Ici, avec ce qu'on a vu au Québec, le syndicat est toujours présent, mais on a peut-être observé une petite implication moindre. Ça sera à valider jusqu'à quel point. Alors, je termine là-dessus. Merci, Charlotte.